Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. En marge des travaux sur le climat à Paris, le président Alassane Ouattara a visité mardi dernier la Fondation Charles de Gaulle, une fondation située dans le 7e arrondissement de Paris qui a pour but de faire connaître en France et à l'étranger les actions et l'œuvre du général de Gaulle. Elle abrite notamment le bureau et la salle de réunion du général Charles de Gaulle lorsqu'il était à la tête de son parti, le Rassemblement du peuple français. Fait marquant de cette visite, la découverte par le président Alassane Ouattara d'un document portant la signature du premier chef d'État, président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, alors ministre d'État dans le gouvernement de la 4e République française. Les temps forts de cette visite avec notre envoyé spécial Abiba Dambélé. La Fondation Charles de Gaulle, située au 5 rue de Solferino, dans le 7e arrondissement de Paris, a reçu un hôte de marque ce mardi 1er décembre. Il s'agit du président Alassane Ouattara, qui a tenu à rendre hommage à celui qui a incarné la 5e République en France et qui a donné toutes ses lettres de noblesse à la fonction présidentielle. Le président Alassane Ouattara a pu découvrir le bureau de travail du général Charles de Gaulle, sa machine à dactylographier et surtout un important document portant la signature du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, alors ministre d'État dans le gouvernement de la 4e République et qui fut l'un des rédacteurs avec le juriste Michel Debré de la Constitution de la 5e République française en 1958. Félix Houphouët-Boigny a été une figure très importante de la vie politique française de l'après-guerre. Il a été élu député dès 1946 sous l'étiquette du RDA et avant même d'être ministre, il a eu une activité législative tout à fait importante. C'est lui par exemple qui est à l'origine de l'abolition du travail forcé dans ce qui était encore l'empire colonial français dès 1946. Ministre d'État sous Guy Mollet dès 1956, ministre sans discontinuer jusqu'à la fin de la 4e République. Il a notamment été ministre de la Santé de Félix Gaillard. C'est lui notamment qui a beaucoup réfléchi à la réforme du Code de santé publique. Et enfin, surtout, en 1958, Félix Houphouët-Boigny s'est naturellement imposé comme l'un des grands sages de la République qui ont contribué précisément à l'écriture de la Constitution de la 5e République. Il a totalement en charge justement la réflexion sur la notion de communauté française qui lui doit beaucoup. Il en est évidemment l'un des défenseurs en Côte d'Ivoire, mais il en est aussi tout simplement l'un des élaborateurs, avec cette théorie justement propre à Houphouët-Boigny, selon lequel précisément ce qu'il appelle les relations humaines particulières entre les Français et les Africains doivent conduire précisément à cette évolution progressive vers l'indépendance, avec le maintien d'une amitié, de liens très forts avec la France. Et en retour, évidemment, Félix Houphouët-Boigny est considéré par la France comme l'homme de référence, en quelque sorte, l'homme de confiance, l'homme en qui la France a une confiance totale et absolue. C'est à cette époque que le général de Gaulle décide de la tenue du Conseil des ministres tous les mercredis et cette tradition est respectée en France tout comme en Côte d'Ivoire. Au terme de cette visite, le président Alassane Ouattara a signé le livre d'or de la Fondation, assis dans le fauteuil du président de Gaulle. Et vous savez, c'est un grand jour pour moi, pour la délégation, pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que le président Félix Houphouët-Boigny a été un des proches collaborateurs du général de Gaulle. Et donc venir dans ce bureau que le général a occupé et voir la signature de notre président qui a été membre du gouvernement de la 4e République, ministre d'État du général de Gaulle, est un immense honneur. Avec beaucoup d'émotion que nous effectuons cette visite accompagné du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et notre ambassadeur à Paris. Et en tout cas, c'est une grande fierté pour la Côte d'Ivoire et pour nous Ivoiriens. L'Institut Charles de Gaulle, créé en 1971, devenu fondation en 1992, est dirigé par l'ancien ministre français Jacques Godefroy. Il a pour mission de faire connaître en France, tout comme à l'étranger, l'action et l'œuvre du général de Gaulle, né en 1890 à Lille. Se résistant avec l'appel du 18 juin 1940, cet ami de l'Afrique, l'homme de la décolonisation, s'est éteint le 9 novembre 1970 à 19h
Et depuis, l'horloge de son bureau reste figée à 7 heures. Un destin exceptionnel. Ouverte le lundi 29 novembre, la 21e conférence des partis sur le climat, dénommée donc COP21, enregistre de nombreux participants. Au nombre de ceux-ci, les élus locaux africains qui veulent apporter leur contribution dans ce débat mondial sur le climat. Donc, car l'Afrique moins pollueur est l'une des principales victimes du changement climatique. Ce combat pour le climat doit donc se faire avec les élus locaux. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions avec Mamadou Kouassi, l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Ici, en Côte d'Ivoire, les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été la cible d'assaillants hier matin dans la localité d'Olodio, petite localité donc dans la sous-préfecture de Tabou au sud-ouest du pays. Suite à cette attaque, une réunion opérationnelle de haut niveau présidée par le ministre chargé de la Défense s'est tenue au camp Gallieni hier après-midi au cours d'une réunion donc au cours de laquelle Paul Kofi a fait le bilan et le point de la situation. On en parle avec Abou Sanogo. Elles étaient toutes présentes, les autorités des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale et des forces internationales, l'ONUCI et les forces françaises en Côte d'Ivoire, à la salle d'honneur de l'état-major général, à cette réunion opérationnelle de haut niveau présidée par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi. Objectif, se faire expliquer les circonstances exactes et réfléchir sur les dispositions opérationnelles suite à l'attaque du poste militaire d'Olodio, localité située dans le département de Tabou au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce matin, vers 4 heures, nos positions sur Olodio ont connu une attaque qui s'est soldée par un bilan ci-après, à savoir que nos positions ont perdu 6 hommes. Et du côté de l'ennemi, il y a eu 4 pertes en vie humaine, mais il y a eu en plus de cela, je crois que 6 individus qui ont été faits comme prisonniers, 4 blessés également de leur part, et avec récupération de 3 calaches. Donc après 1 heure de temps de l'échange de feu, la situation était déjà sous contrôle, et nous avons pu repousser l'ennemi, pour lequel nous sommes en train donc de décortiquer pour en connaître le régime. Paul Kofi invite la population à garder le calme. Il est rassuré de l'entière disponibilité des forces militaires à assurer leur sécurité. Je tiens donc à rassurer les populations, qu'elles ce soit celles de l'audio ou de la zone environnante, de retourner à leur position dans la localité. La situation est sous contrôle, mais au-delà de cela, c'est rassurer tout le monde que nos forces ont véritablement bien réagi. Elles sont à féliciter parce qu'elles ont fait un travail remarquable. Le ministre chargé de la Défense a annoncé au titre des mesures immédiates prises le renforcement de toutes les positions militaires du pays, le renforcement du dispositif sécuritaire dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, la construction immédiate de nouvelles casernes et le reprofilage des voies menant aux localités les plus reculées. La Chambre de commerce et d'industrie et l'Alliance Borderless ont organisé hier mercredi au plateau un atelier de formation et de sensibilisation sur les mécanismes d'alerte aux obstacles au commerce. Le Maroc, les obstacles au commerce sont en fait liés aux problèmes réglementaires, administratifs et à la transmission de l'information. Objectif, améliorer le cadre des affaires en Côte d'Ivoire. On en parle avec Christelle Honda. Comment améliorer le cadre des affaires malgré les nombreux obstacles liés à l'application des mesures non tarifaires? La question est au centre de cette formation organisée par l'Alliance Borderless Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'agira d'une plateforme électronique que nous allons mettre en place pour aider les opérateurs à s'informer, à sensibiliser et surtout à réduire tout ce qui est entrave et obstacle à la facilitation du commerce. Bien entendu pour la compétitivité de nos produits et pour l'amélioration des conditions de commerce et de transport. Cette rencontre permettra aux différents acteurs nationaux du commerce d'être informés sur les mécanismes d'alerte aux obstacles au commerce Maroc, occasion également pour les participants d'exprimer leurs attentes. De cet atelier, on attend beaucoup parce que nos produits sont voués à l'export, donc il faut nous faciliter l'accès au marché extérieur, l'accès aux documentations pour que nos produits puissent partir.
Surtout les barrières douanières au niveau de la CEDEAO sont très élevées. Nous sommes obligés de dédouaner nos produits, ce qui fait qu'on n'est pas compétitif dans les pays limitrophes. Le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce au Maroc a été mis en place en 2014. Cet outil permet aux opérateurs économiques commerciaux d'exprimer la nature des obstacles qui entravent le bon fonctionnement de leur activité. Reportage signé Christelle Honda, Frédéric Oulaï, commenté par Jean-Jacques Kwameala. Et on reste avec Jean-Jacques Kwame qui nous dit qu'après 2 ans de formation pour certains et 5 ans pour d'autres dans plusieurs centres de formation du monde, 15 inspecteurs de l'autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, entendez ANAC, sont prêts à servir l'État. Avant d'exercer leurs missions respectives de contrôle et de supervision des aéronefs et des équipements de sûreté, ils ont prêté serment hier mercredi au tribunal d'Abidjan, conformément aux dispositions du Code de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Par ce serment, l'État engage les nouveaux inspecteurs de l'ANAC à travailler à la certification OACI de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Contrôler, superviser les exploitants et gestionnaires aéroportuaires en vue de s'assurer du strict respect des normes et standards internationaux en matière d'aviation. C'est la mission des 15 nouveaux inspecteurs de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ivoirienne. Vous avez le pouvoir de retenir au sol tout aéronef lorsque les conditions de navigabilité ne sont pas conformes à la législation. Vous devez faire votre travail en respectant scrupuleusement les lois de l'honneur, de la probité, de la droiture. Ces nouveaux inspecteurs de l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, ANAC, ont été formés en Angleterre, en Suisse, en France, aux États-Unis, à Singapour, en Tunisie et au Niger. Ils se sont engagés à améliorer les performances de la Côte d'Ivoire en matière de sûreté et sécurité. L'OACI, qui est notre organisation, a mis la moyenne de sécurité mondiale à 60. Et depuis 2012, au niveau de la sécurité, la Côte d'Ivoire est à plus de 64%. C'est ce qui a permis d'abord d'obtenir la certification TSA des Américains. Les inspecteurs qui ont prêté serment aujourd'hui sont la cheville ouvrière de cette consolidation de certification. Aujourd'hui, au niveau de la sûreté, nous sommes aptes d'empêcher qu'un individu lambda puisse convoyer un article qui pourrait permettre de faire exploser une bombe jusqu'à l'avion. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui, c'est 1 500 000 voyageurs, plus de 8 200 vols et près de 21 000 tonnes de fret. Vous l'aurez compris, le commentaire était signé Serge Coléa. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de déclarer la Côte d'Ivoire libérée de la polio. Et cela par un courrier du docteur Alaranga Yokuide, représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire en date du 30 novembre 2015, informant et félicitant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi. Ainsi, après l'éradication du ver de Guinée, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne en étant en passe de réussir l'éradication définitive de la polio. Le Royaume du Maroc veut développer sa politique de régionalisation avancée dans le Sahara. L'histoire de cette région qui tient tant au Royaume chérifien a été présentée ce 1er décembre à travers un film documentaire aux invités de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Le film, projeté à Serae-Umeå, a permis aux invités de cerner un tant soit peu la vision stratégique du Maroc pour le Sahara. Le Royaume du Maroc et ses ambitions pour le Sahara. Après des projets d'envergure annoncés au 40e anniversaire de la Marche verte à l'Aïoun pour le développement de cette région du sud marocain, c'est son histoire qui est partagée. Moustapha Jebari, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, en invitant la presse ivoirienne et les amis du royaume chérifien vivant en Côte d'Ivoire à une projection de film sur l'histoire du Sahara, a un message particulier à faire passer. La question du Sahara n'est pas très bien comprise par un certain nombre de pays.
par un certain nombre d'acteurs non étatiques. Donc, nous, notre rôle, c'est d'expliquer et de faire savoir qu'est-ce que c'est exactement la question du Sahara. Donc, c'est notre rôle primordial pour lever tout équivoque et pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Puis produit des universités marocaines, Bakayoko Loseni apprécie l'initiative. C'est encourager les autorités marocaines à poursuivre sur cette voie-là afin de communiquer encore de plus en plus pour mieux faire comprendre les enjeux stratégiques de la question des territoires du Maroc au sud de son État. Cette communication en vue de partager à la fois l'histoire du Maroc, ses ambitions pour ses propres régions et pour l'Afrique subsaharienne, le royaume chérifien compte lui donner plus d'envergure désormais. En bref et en images, le nouveau président du Burkina Faso, Roch Christian-Marc Kaboré, proclamé par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a accordé sa première interview à notre équipe de reportage, notre équipe d'envoyés spéciaux, conduite par Alexis Ouedraogo dans la capitale burkinabé. Le nouveau président annonce un mandat de rupture et le renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et 2 jours après les résultats de la présidentielle au Burkina Faso qui ont donné Roch Marc Christian Kaboré vainqueur, son parti arrive en tête des législatives, même si c'est sans majorité absolue selon la CENI. Le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, le parti de Roch Marc Christian Kaboré, arrive donc très largement en tête avec 55 des 127 députés. Roch Marc Christian Kaboré n'a donc pas la majorité dans la Chambre du Parlement et devra donc trouver des alliés afin de tenir une majorité qui est à 64 sièges pour faire voter ses lois. L'Union pour le progrès et le changement UPC de Zéphirin Diabré recueille 33 sièges de députés. Hier, mercredi, l'armée camerounaise a affirmé avoir neutralisé une centaine de membres de Boko Haram dans la région de l'extrême nord lors d'une opération d'envergure qui a mobilisé un demi-millier de soldats de jeudi à samedi dernier. Les militaires affirment aussi avoir libéré près de 900 personnes dans 5 villages occupés par la secte islamiste au Nigeria. Il s'agissait d'opérations de ratissage menées en réponse aux multiples incursions et attentats kamikazes de Boko Haram au Cameroun. Le général guinéen Sekouba Konaté, inculpé aux États-Unis pour trafic de devises, a plaidé coupable hier lors de sa comparution devant un tribunal de la région de Washington. Le commandant de la force en attente de l'Union africaine, ancien président de la transition, a d'après le compte-rendu du département de la justice fait une fausse déclaration en entrant sur le territoire américain en juin dernier. Sekouba Konaté se rendait en Caroline du Nord où il a une résidence. Justement, aux États-Unis, une fusillade a éclaté hier mercredi vers 11h30 heure locale à San Bernardino, à 1 heure à l'est de Los Angeles, faisant au moins 14 morts et 17 blessés selon la police de la ville. Les bâtiments où les faits se sont déroulés abritent un centre pour enfants handicapés, plusieurs autres services de la municipalité et des entreprises. 2 suspects ont été tués et un autre arrêté, a assuré le chef de la police de la ville près de 5 heures après la tuerie. Au Brésil, après des mois de discussion, une procédure de destitution finalement a été ouverte à l'encontre de la présidente sur décision du président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha. Désormais au centre de toutes les attentions, Dilma Rousseff est soupçonnée d'avoir maquillé les comptes de l'État brésilien qui vient d'entrer dans une grave crise politique. Et puis, pour terminer, sachez que les députés britanniques ont approuvé par 397 voix contre 223 des frappes aériennes en Syrie contre l'organisation de l'État islamique. Et la Royal Air Force a effectué ce jeudi matin, aujourd'hui même, ses premiers bombardements selon le ministère de la Défense. Merci de suivre RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.